Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence du CERS après la transition énergétique, l'IA, les data centers. Coup de projecteur cette année sur le stockage et la flexibilité. Vous le savez, l'équipe de France de l'électrification est en marche. Les projets de raccordement se multiplient. Alors, on va faire le point dans un instant avec Sébastien Henry de RTE qui va nous dire quelle est la situation du système électrique français, quelles sont ses spécificités par rapport au système électrique européen. Et puis, où on est aussi, c'est une question que vous nous posez, la file d'attente des projets en cours. Ensuite, une table ronde où vous entendrez à la fois les avis des développeurs, clients des entreprises du CERS, et puis les intégrateurs électriciens, membres du CERS. Il sera bien évidemment question des attentes des uns et puis des solutions proposées par les autres. Tout au long de cette conférence, vous avez un rôle à jouer. Nous prendrons bien évidemment vos questions, nous les relayerons auprès de nos intervenants. Et puis en conclusion, les enseignements du président du CERS, Jean de Vauclair. Mais pour commencer, les enjeux du thème qui nous réunit aujourd'hui, stockage et flexibilité. Je vous demande d'accueillir le vice-président du CERS, Dominique Néel. Voilà Dominique. Un petit micro, c'est mieux, tu as raison. Dominique, merci d'introduire comme chaque année cette conférence du CERS. Je dois dire que vous avez eu le nez creux cette année, les autres années aussi, mais ça fait des mois que vous avez pensé à ce sujet du stockage, cette thématique du stockage et de la flexibilité. Première question Dominique, pourquoi ce choix ? Alors, tout d'abord, un petit message quand même pour bienvenue à tous ici au jardin d'acclimatation. J'allais dire en cette période de canicule, le bien nommé. Le jardin d'acclimatation a été créé pour acclimater certaines espèces animales et végétales au climat tempéré. Là, on fait la machine inverse. Il fait bon ici, en tout cas. Ici, il fait bon, mais on va s'acclimater dehors, peut-être dans une température un petit peu plus forte. Donc, tout d'abord, bienvenue. Un grand merci à nos clients d'être ici aujourd'hui. Un grand merci aussi à nos collègues des autres fédérations, des autres syndicats, des autres associations aussi. Je remercie les présidents, les directeurs, les délégués, les directeurs délégués d'être présents. Et puis bien sûr, un grand merci aux entreprises du CERS et aux adhérents d'être venus par cette canicule sur Paris. J'ai vu quelques Ardéchois ici dans le coin à droite. Ça ne doit pas vous changer beaucoup des températures de l'Ardèche. Alors, réponse à cette question, pourquoi ce choix du stockage et de la flexibilité cette année ? Alors, on le constate aujourd'hui, les réseaux d'énergie, les réseaux électriques font partie intégrante de la résilience, de la performance économique d'un pays, de son attractivité, au-delà bien sûr du bilan carbone. Et on voit que les réseaux électriques deviennent un enjeu national, un enjeu de souveraineté de la nation. Et pour autant, ces réseaux électriques français, qui sont robustes, réseaux électriques qui ont été installés il y a plusieurs années, sont en pleine mutation. Pourquoi, Christophe ? Parce que on était à l'origine dans des centres de production, des grands centres de production avec des gros consommateurs, alors qu'on voit maintenant effectivement apparaître, déjà depuis plusieurs années, des producteurs diffus, et notamment avec les ENR qui sont implantés un peu partout sur le territoire. Les ENR, donc principalement le PV et les éoliens, représentent à peu près 15% de la production française. Mais bien sûr, c'est aussi une production par intermittence. On voit aussi que les consommateurs sont diffus. Il y avait bien sûr des grands sites industriels. On voit maintenant qu'on est en capacité de consommer partout sur le territoire et il faut amener de l'électricité partout sur le territoire. Ça avait été évoqué ici, là même, l'année dernière avec les data centers. Et puis enfin, dans ce monde des infrastructures électriques, il bouge aussi autour de nous, puisque les pays qui jusqu'à présent pouvaient accueillir certains de nos électrons, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni, sont aussi en train de construire leur propre infrastructure. Donc tout ça fait qu'on est dans un monde de l'électron, si je peux dire ainsi, en pleine mutation.
Alors, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette convention aujourd'hui. Je remercie encore les témoins qui tout à l'heure, à la fois entreprises du CERS, mais aussi clients, mais aussi experts qui vont s'adresser à nous, parce que le sujet est tout de même assez complexe. Ce monde qui est en pleine mutation, pour arriver à rendre un réseau électrique résilient, bien, il faut pouvoir stocker l'électron quand on n'en a pas trop besoin, ou moins besoin, ou lorsque on en produit un petit peu plus, et puis de le redistribuer au bon endroit. Alors, en France, traditionnellement, hein, c'est l'histoire de la construction du réseau électrique français. Cette capacité de stockage de l'électron, c'était ni plus ni moins les barrages. C'était les sources hydrauliques qui étaient en capacité à un moment donné, ni plus ni moins quand on ne consommait pas, qu'on était en capacité, on alimentait les pompes qui remontaient l'eau dans les barrages et on vidait les barrages quand on avait besoin d'électricité. C'est l'ancêtre de nos batteries. C'était l'ancêtre de nos batteries qui existe toujours, qui d'ailleurs va continuer à avoir des investissements. Il y a le plan d'investissement hydro qui va pousser, ça a été annoncé par EDF entre autres, dans lequel il va falloir bien sûr mettre à jour toutes ces infrastructures autour des barrages. Mais il y a aussi les batteries. Il y a aussi les batteries et j'allais dire 2 niveaux de batteries. Les gros stockages, alors je ne sais pas si on peut, la carte, on a une petite carte, je ne sais pas si c'est après Marielle. Il y a les gros stockages sur le réseau, hein, donc directement aux bornes. Après. C'est après. C'est aux bornes du réseau primaire. Alors ça, c'est la petite photo qu'on a vue en introduction. Et puis, il y a aussi le stockage un peu plus diffus. Hein. Je disais qu'on est maintenant dans des consommateurs diffus et qui sont à flux bidirectionnel, c'est-à-dire que certains de nos clients vont être à la fois consommateurs, mais producteurs en fonction de la demande et de l'intensité nécessaire sur le réseau. Alors, il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans une production d'électricité en France qui, comme en ce moment, avec des pics qui correspondent plus forcément, traditionnellement, les pics de consommation étaient plutôt l'hiver. On voit que maintenant, c'est plutôt l'été. Et puis, on est dans des sujets liés à la production d'énergie nouvelle, avec des sujets de synchronisation, de synchronisation de fréquence, de garder la bonne fréquence, de ne pas avoir de chute de tension. Donc à la fois, il y a la stabilité du réseau, tout à fait. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a quelque temps en Espagne. Et cette stabilité du réseau, ça implique aussi un peu plus d'électronique, ça implique un peu plus d'automates. Donc à la fois, il y a du physique à proprement dit, mais il y a aussi du pilotage et de l'ingénierie autour de cet équilibrage du réseau. Alors, on va vérifier votre état des connaissances pour commencer. On va vous proposer, comme chaque année, un petit quiz pour faire le point sur ce sujet. Vous allez pouvoir répondre à ce numéro que je vous invite à enregistrer. Comme ça, vous pourrez répondre à nos 3 questions. Et puis ensuite, si vous avez des questions à nos intervenants, vous pourrez les poser. Est-ce que c'est bon? Vous avez tous le numéro? Allez, on commence par la première question. C'est une question facile pour un public aussi expert que vous. Quelle est la capacité totale de stockage électrique installée en France? On vous laisse quelques temps pour répondre. On a, vous voyez, un chronomètre. Et les experts qui vont monter sur scène, bien sûr, vous ne soufflez pas à votre voisin. Alors, je vous laisse encore quelques temps. Oui, j'aurais pu vous donner les réponses possibles. 6,5 gigawatts, 1,5 gigawatts, 13 gigawatts ou 27 gigawatts. Il y a un peu de... Est-ce qu'il y a un peu de suspense? Un peu quand même entre la réponse 1 et la réponse 2. Fin du chronomètre. Dominique, la bonne réponse c'est? La bonne réponse, c'est la réponse 1 en fait. Ce n'est pas la réponse 2. Il y avait un piège dans cette question, c'est le stockage électrique à la fois à travers les barrages hydroélectriques ou les barrages électriques et à travers les batteries. Et donc on voit bien la répartition entre les batteries à proprement dites, 1,5 gigawatts, et les barrages ou l'hydro à travers 5 gigawatts. À savoir qu'en Allemagne, on est déjà sur la partie batterie à 17 gigawatts. Donc ça veut bien dire que c'est, en tout cas pour les entreprises du CERS, que ça soit massif ou que ça soit plus local, sans doute de l'activité à venir. D'ailleurs, pour les steps, on a une carte, je crois, la fameuse carte. La voilà.
Hein? La fameuse carte des steppes où on voit les zones d'influence des barrages. Hein. Les zones, c'est les zones de collecte de l'eau. Et on voit bien qu'à la fois entre ces zones d'influence, eh bien, il y a des trous. Et puis on voit bien aussi qu'il y a une partie du pays, et notamment là où nous sommes aujourd'hui, dans lequel on n'est pas en capacité réelle, sauf effectivement à transporter l'électron dans les zones considérées, on n'est pas en capacité plus que ça de stocker. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, soit on construit des barrages, ce qui va peut-être être difficile à faire dans la temporalité qui nous intéresse, soit il faudra bien sûr y mettre des batteries. Allez, on va passer à la deuxième question. Quelle puissance de batterie le bouquet de flexibilité de référence de RTE modélise-t-il d'ici à 2030? Est-ce que c'est 1,5 gigawatt, 6 gigawatts, 13 gigawatts ou 25 gigawatts? On vous laisse un petit temps pour répondre. Il y a encore un 50-50? Non? Est-ce que tout le monde a eu le temps de répondre? Allez, Dominique, est-ce que c'est la bonne réponse? Et oui, c'est la bonne réponse. C'est bien 6 gigawatts que RTE, mais je pense que ça nous sera un peu plus de détails nous seront donnés tout à l'heure, mais c'est bien 6 gigawatts que RTE prévoit d'atteindre en termes de capacité de stockage sur batterie d'ici 2030. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a 14 gigawatts en attente de demande ou de demande de raccordement actuellement. Voilà. On verra si Sébastien Henry nous le confirme. Alors, troisième question. Quelle est la profondeur moyenne de stockage des batteries installées en France? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est 4 heures? Est-ce que c'est 8 heures? Un petit temps pour vous permettre de répondre. Je vais donner un indice, on est en France. Ah, il y a encore un peu de suspense entre la 1 et la 2. Allez, c'est la une réponse? Bonne réponse. C'est un peu plus d'1 heure, effectivement, la capacité temporelle. 1,1, c'est 1,1, exactement. C'est 1,1 heure. Ouais. C'est clairement pas assez. Ça veut dire que pour les entreprises du CERS, on a un enjeu à la fois capacitaire, c'était la question d'avant, et puis on a aussi forcément un enjeu temporaire, si on peut dire ainsi, parce que ça veut dire aussi forcément augmenter ses capacités de temporalité. Il faut savoir que la tendance européenne, mondiale, va plutôt vers 2-4 heures en termes de stockage d'électrons. Et donc, ça veut dire forcément qu'on peut supposer que ça va vite accélérer. On le voit bien aujourd'hui, hein, malheureusement. On a des endroits ici en Île-de-France où on est en coupure réseau depuis ce matin. Et on voit bien que le 1,1 heure ne pourra pas parfois suffire partout. Donc, une tendance sans doute à s'élever. Une précision, Dominique? Non, ce qu'on peut dire, c'est que, pour les entreprises du CERS, et je pense que ça sera développé tout à l'heure, cette flexibilité donc, qui induit un stockage, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait appel à la fois à nos activités traditionnelles, ça fait appel à notre connaissance et nos expertises techniques, mais aussi notre connaissance des réseaux locaux, parce qu'on a bien vu que ça devait être, à un moment donné, réparti sur l'ensemble du territoire. Ça fait partie aussi, à un moment donné, d'une capacité pour la France à investir au bon endroit, parce que les réseaux, on ne pourra pas indéfiniment les dimensionner sur les périodes de pointe. Voilà, donc vous le savez, hein, à la fois Enedis et RTE ont décidé d'avoir des plans d'investissement très conséquent sur les réseaux, mais ça va sans doute être un mix, parce qu'effectivement, mettre des batteries ou autres à un endroit, ça veut dire aussi à un moment donné être en capacité de ne pas surcharger le réseau, pas surcharger une artère, pour éviter ce qui s'est à certains endroits produit aujourd'hui. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises du CERS, que ce soit des grands groupes et surtout des entreprises aussi, et aussi des entreprises plus modestes à l'échelle locale. Un grand merci, Dominique, de nous avoir partagé les enjeux de cette conférence. Gardez bien ce numéro, hein, à tout de suite, le 06 44 60 53 63, et n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants
tout au long de cette conférence. Sans plus tarder, on fait le point sur les besoins du système électrique français, ses spécificités par rapport au système électrique européen. Merci d'accueillir Sébastien Henry, directeur général adjoint chez RTE pour les clients, les systèmes et l'innovation. Eh bien Sébastien, c'est à vous. Je me décale, j'ai un petit signe. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous ce soir pour cette thématique stockage et flexibilité. Donc je vais revenir sur ces différents points dans mon intervention, puis on aura le temps ensuite pour des échanges. Donc pour démarrer, je vais recommencer par quelques éléments. Alors certains ont été un peu déflorés juste avant, mais ils sont justes. Je vais dire les mêmes chiffres, rassurez-vous. Je commence sur l'enjeu de flexibilité pour RTE. Alors RTE, si certains ne nous connaissent pas, nous sommes les gestionnaires du réseau de transport d'électricité en France et nous assurons différentes missions de service public. Donc il y a une mission qui est une mission temps réel d'exploiter le système électrique en temps réel et d'assurer la sécurité d'approvisionnement à chaque instant. Et sur ce champ-là, la flexibilité nous est utile. Une illustration, c'est des signaux qu'on peut envoyer type EcoWatt pour permettre d'utiliser des leviers en temps réel. J'y reviendrai après. On a une mission d'éclairage des pouvoirs publics sur les évolutions du système électrique national. Donc, au travers d'exercices qu'on réalise, des bilans prévisionnels, c'est-à-dire des projections à 10 ans, des projections plus lointaines, un exercice qu'on a fait, les futurs énergétiques qui nous projettent à l'horizon de 2050, et puis des sujets directement liés au thème de ce soir, type notre contribution au baromètre des flexibilités, qui donne un état des lieux sur ce qui est là, cette fois-ci, flexibilité de la consommation. Et puis notre dernière mission, notre troisième mission de service public, on dispose d'une infrastructure qu'on développe et qu'on entretient. Et dans le cadre de l'optimisation, je dirais, des investissements sur cette infrastructure, là aussi, la flexibilité et le stockage vont rentrer en ligne de compte. Alors, à la fois pour des besoins de raccordement, donc de développer de l'infrastructure pour raccorder des nouveaux moyens, et puis aussi, c'est un entrant dans le dimensionnement du réseau pour limiter finalement des effets de pointe sur le système. Je vais reposer un peu le cadre de ce qu'on voit en France pour redonner quelques grands éléments sur la transition énergétique. Un premier point, on a un mouvement qui s'opère d'évolution, je dirais, avec une augmentation de la part de l'électricité dans la consommation énergétique du pays. Donc cela, un peu quels que soient les scénarios sur lesquels on peut se projeter, la décarbonation et la sortie des énergies fossiles conduit à une évolution de la part de l'électricité et donc derrière cela à des actions d'efficacité énergétique, de sobriété et à des perspectives aussi de réindustrialisation du système français. Quand on regarde un peu plus proche, donc là, ces éléments-là, et pas mal d'éléments que je vais vous montrer dans les diapos qui vont suivre, sont issus des exercices de bilan prévisionnel d'horizon 2030-2035. Je vais donner deux éléments là. Ce qu'on voit aujourd'hui, déjà sur la consommation, on voit une hausse de la consommation, mais actuellement, elle n'est pas à la hauteur de l'atteinte des enjeux et des objectifs publics. Donc on n'est pas à date sur la trajectoire de décarbonation rapide qui est citée en haut, on est entre les deux. Donc on a une évolution aujourd'hui de la consommation qui n'est pas en face de l'évolution qu'on a pu avoir de la production. Et donc on est à date dans un système qui est surcapacitaire au niveau national. Alors ce qui a un effet positif, qui veut dire qu'à date on a de la capacité en énergie et donc on a une capacité sans grande difficulté à accueillir plus de consommation sur notre système. En termes de production, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui,
À date, on a un peu moins, alors je le remontrerai dans le slide d'après, mais un peu moins de 30 gigawatts de solaire, 25 d'éolien terrestre et un peu moins de 2 gigawatts d'offshore. Les perspectives, donc là j'ai juste mis les deux scénarios médians. Celui qui est visé par la PPE, il est plutôt proche du scénario R3, donc celui qui est à droite ici, donc avec une poursuite dans les prochaines années de la croissance du solaire, de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer. Ça, c'est les mêmes éléments, et vous voyez donc sur la partie droite où on en est actuellement, et puis les scénarios R2 et R3, c'est les deux scénarios médians qui montrent les évolutions de ces différents moyens de production. Donc une fois que j'ai replanté un peu ce décor national, on va passer sur le cœur du sujet aujourd'hui. Une fois qu'on a ces perspective sur notre système, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de besoin de flexibilité sur le système électrique national? On étendra un peu sur le système électrique européen. Le premier point, quand on parle de projection, il y a un premier enjeu, c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement du système, c'est-à-dire d'être capable finalement de gérer les pointes du système électrique, donc qui sont encore aujourd'hui en hiver, et qui vont l'être encore pendant quelques temps. Pour donner d'autres chiffres, actuellement, chaque degré en écart de la normale, on consomme à peu près 1 gigawatt de plus en France, et l'hiver, lorsque les températures baissent, 1 degré, c'est plutôt 2,5 gigawatts de plus. Donc on est encore sur un système à pointe en hiver, même si on va avoir une tendance à ce que la consommation dans ces périodes de forte chaleur croisse dans les prochaines années. Assurer la sécurité d'approvisionnement du système, on a des différents effets quand on se projette. Juste pour info, le petit minuteur s'est arrêté. Ça veut dire que j'ai un temps infini devant moi à partir de maintenant. On va avoir différents éléments. Il y a des évolutions du système qui contribuent à nous redonner de la capacité à la pointe. Donc, par exemple, l'amélioration de la disponibilité du parc nucléaire en période hivernale, le développement de la production, donc notamment le développement des renouvelables, et puis aussi tout ce qui est flexibilité de la demande. Donc la flexibilité de la demande, elle a un effet positif ici, puisque si on peut décaler des consommations qui auraient lieu en pointe à des périodes hors pointe, forcément on va gagner de la marge sur le système. Puis à l'inverse, on a des effets baissiers, l'augmentation de la consommation générale, donc c'est là qui va diminuer nos capacités à la pointe. Les hypothèses européennes, puisque notre système il est interconnecté, donc on peut aussi compter sur des contributions des pays voisins, mais selon leurs propres évolutions, on va avoir une tendance à avoir une diminution. Et puis, dans les perspectives, on a la fermeture du parc thermique en France qui vient limiter les capacités. Donc sur ce point de la pointe, dans le scénario de décarbonation rapide, pour l'horizon 2030, on voit un besoin de 2 à 4 gigawatts de flexibilité ou de moyens pour gérer la pointe. Alors, pas que de flexibilité, justement, soit de flexibilité, soit de batterie, soit de STEP, soit de nouvelles productions, donc notamment de conversion de capacité thermique, ou un mix de cela. Ça, c'est sur l'horizon 2030. Dans le scénario de décarbonation rapide, je l'ai dit précédemment, ce n'est pas le scénario qui est forcément en train de se réaliser. Donc, ce qui veut dire que ce besoin-là, il va probablement être décalé de quelques années dans le temps. J'y reviendrai par la suite. Le deuxième enjeu, ça va être de garantir un fonctionnement plus optimal du système électrique. Donc, quand on parle d'insertion de production renouvelable, on va avoir des effets de déformation sur la résultante qu'on peut voir entre la production et la consommation sur le système électrique. Et là, vous avez des résultantes de déformation sur la partie journalière d'une période de printemps ou d'été.
Et donc, avec une pénétration plus importante de la production photovoltaïque, on va voir que ça va venir finalement combler un certain besoin de la demande. Et donc, on va avoir une fluctuation plus importante et des variations hebdomadaires plus importantes. Pas hebdomadaires, quotidiennes, pardon. Et donc, si je projette ces éléments-là, ce qu'on perçoit sur les horizons des prochaines années, donc c'est à la fois une évolution à la hausse des besoins de bouger de l'énergie au cours d'une journée. C'est ce qui est à gauche. Donc, dans un premier temps, quand on a une pénétration du solaire qui est faible, ça va plutôt avoir un effet bénéfique puisque ça va venir compenser de la consommation. Et puis, plus le solaire a une pénétration élevée, plus on va avoir des moments, notamment en période midi 14 heures, où il va y avoir une abondance de production photovoltaïque, qui va venir cette fois-ci être au-delà du besoin de consommation à ce moment-là, et donc nécessiter là aussi d'avoir un volume d'énergie à déplacer plus important. Donc on voit un effet de croissance des besoins de modulation à l'intérieur de la journée. Et puis, si je regarde sur d'autres périodes de temps, on voit aussi une croissance pour ce qui est au niveau d'une semaine, et là qui est plutôt l'effet de l'éolien. L'éolien, au niveau de la journée, on va dire, il a une influence modérée, hein, c'est ce qui est en vert sur les graphiques de gauche. Au niveau d'une semaine, il peut y avoir là des fluctuations plus importantes des régimes de vent, et donc là aussi, ça conduit à des déplacements d'énergie ou des besoins de déplacer de l'énergie sur cette période-là. Donc ça, c'est pour donner quelques éléments. Ça a été dit tout à l'heure, le stockage, on va y revenir. Aujourd'hui, on est sur des durées de 1 heure. Ça passe effectivement en moyenne plutôt sur du 2-4 heures. Le 2-4 heures, c'est typiquement des éléments qui sont utiles pour gérer le journalier. Évidemment, pour gérer l'hebdomadaire, on ne répond pas à ce besoin-là uniquement avec du stockage. Alors, les différentes flexibilités. Je vais revenir aussi sur ce point-là, parce que flexibilité, c'est un terme un peu valise. Oui, le système énergétique a besoin de flexibilité, mais elles ne sont pas toutes de même nature, et il est important de préciser quels sont nos besoins. On a, ces dernières années, essayé de normer ce point-là en catégorisant la flexibilité en 4 types. Qui vont avoir des réponses et des modalités aussi, je dirais, de valorisation qui vont être différentes. La première, c'est une flexibilité dite structurelle et régulière. Donc typiquement, ce que j'ai montré précédemment, oui, le midi, on va avoir plus de production solaire que la nuit. Je pense qu'il ne faut pas être devin pour dire cela. Donc là, on a cette régularité-là. On a une certaine régularité des saisons aussi sur le système, entre les effets hivernaux et les effets de l'été. Donc ces flexibilités structurelles et régulières, elles peuvent se prévoir à long terme et elles font plutôt l'objet d'échanges sur des marchés à terme, donc sur du temps plus long. Quand on va se rapprocher du temps réel, donc c'est-à-dire aller à un horizon de quelques heures à juste quelques jours avant le temps réel, on va avoir des conditions qui vont être largement affinées, à la fois en termes de consommation, de caractéristiques de météorologie. Et donc là, on va avoir aussi des prévisions beaucoup plus fines. Et il va y avoir de nouveau là une flexibilité qui va pouvoir se mettre en œuvre, donc ce qu'on appelle des flexibilités dynamiques, qui vont ajuster la programmation aux conditions réelles et qui vont plutôt être valorisées sur des marchés spot et infrajournaliers. Et puis après, là on passe, je vais dire dans mon monde, quand on se rapproche et quand on est juste à quelques minutes, 1 heure du temps réel jusqu'au temps réel, c'est le gestionnaire du réseau qui reprend la main. Et là, nous, on va gérer les aléas. C'est-à-dire une centrale de production qui a un pépin qui se déconnecte, une consommation qui, pour une raison XY, est plus importante que prévu, etc. Et là, pour gérer les aléas, on va utiliser des moyens très rapides qui rentrent dans la catégorie de ce qu'on appelle les services systèmes.
Et puis enfin, on a une dernière catégorie qui sont des moyens exceptionnels, donc type EcoWatt, qu'on a largement médiatisé lors de l'hiver 2022-2023, là, pour faire face à des situations exceptionnelles, on va faire un appel finalement à des moyens d'urgence ou à des moyens exceptionnels. Quand on revient sur la flexibilité, donc ce n'est pas uniquement les pointes annuelles dont j'ai parlé tout à l'heure, ça concerne tout un tas de modulations. On a la production renouvelable qui n'est pas adossée à un stock, donc qui est dépendante des conditions météorologiques, donc qui peut nécessiter d'avoir une adaptation du système électrique en face. Et puis on a aussi tout un certain type de consommation, c'était dit tout à l'heure aussi, qui présente aujourd'hui des niveaux des capacités de ne pas être d'usage instantané et fatal, et qui peuvent aussi s'ajuster. Donc un des enjeux de tout ce système de flexibilité, c'est d'essayer de lisser la courbe résiduelle pour avoir un optimum autant que possible sur le système énergétique. Alors c'est une démarche, déjà si je commence par le point de flexibilité pour un consommateur, c'est une démarche qui est gagnante en termes de capacité de venir diminuer la consommation d'électricité, la facture d'électricité, pardon, diminuer la facture en consommant au moment où l'électricité est la moins chère, et puis au moment aussi où l'électricité est la moins carbonée. Et puis c'est un avantage pour le dimensionnement du système électrique, avec un réseau et des centrales qui sont mieux utilisées et mieux dimensionnées, et une capacité, in fine, d'accueillir plus de consommation et plus d'électrification sur le système. Sur la partie flexibilité des consommateurs, on a une dynamique qui est positive ces dernières années. Donc on a connu tous et on connaît tous les systèmes historiques qui pilotaient nos chauffe-eau, les offres tempo, et on voit aujourd'hui donc un certain nombre d'acteurs que l'on encourage qui se positionnent pour offrir des capacités d'agrégation et historiquement d'effacement, et aujourd'hui de déplacement de la consommation. Donc c'est ce que signifie l'acronyme NEPCO, c'est notification, j'ai mangé une partie du terme, je ne le ressortirai pas, qui est entré en vigueur cette année, donc qui valorise des effacements de consommation d'un décalage de consommation, pardon, d'un moment à un autre, donc à un moment où la consommation va baisser et à un autre moment où elle va augmenter. On a aujourd'hui quelques centaines de mégawatts sur ce système, et on estime que d'ici à 2030, ce système pourrait couvrir 2 à 3 gigawatts de capacité flexible qui serait offerte sur le système national. Donc on y voit une perspective positive et un intérêt pour le système électrique. Je vais maintenant, pour finir, zoomer sur les batteries. Donc les batteries, les chiffres ont été dit tout à l'heure. Comme j'ai dit, c'était les bons chiffres. On a actuellement 1,6 gigawatts de batteries connectés sur le système français. 2 tiers sur les réseaux de distribution, 1 tiers sur le réseau de transport à date. Puissance moyenne de 20 MW et le 1,1 heure qui était cité précédemment. On a 14 gigawatts en plus qui sont en file d'attente, c'est-à-dire qui ont une offre de raccordement sur nos réseaux. 13 gigawatts, cette fois-ci réseau de transport, 1 gigawatt réseau de distribution. Donc il y a un boom, je dirais, sur ces demandes de projets de batteries. Les batteries, qu'est-ce qu'elles offrent comme service aujourd'hui? Au-delà de ce que j'ai montré tout à l'heure sur les décalages d'énergie, leur première source de valorisation actuellement, c'est ce qui est à droite sur ce graphique, c'est les services systèmes. C'est la contribution au réglage de fréquences. Alors c'est le cas en France, c'est le cas dans pas mal de pays dans le monde, où la première dynamique d'installation des batteries, de valorisation des batteries, c'est ce service-là. Donc en France, on a un peu plus de 800 mégawatts qui sont certifiés pour faire du réglage primaire,
et 300 MW pour du réglage secondaire. Alors c'est les mêmes qui peuvent être certifiés pour les 2 services. Donc ça, c'est le premier service. Au-delà de ça, les systèmes de batterie, c'est des systèmes à électronique de puissance qui rendent tout un tas d'autres services au réseau, de la gestion de la tension, des services qui peuvent aider à stabiliser le réseau, l'équilibre offre-demande évidemment, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et qui peuvent servir aussi à gérer les congestions sur le système. Donc il y a tout un panel de services qui sont utilisables et utiles pour les systèmes électriques. En termes de capacité, donc ça c'est la même carte, mais cette fois-ci projetée avec des zones géographiques. Au-delà des services que j'ai cités précédemment, il y a aussi des conditions locales. Donc on peut avoir des zones où il y a beaucoup de renouvelables et donc des batteries positionnées sur ces endroits-là peuvent limiter finalement les besoins de réseau et limiter les dynamiques sur ces zones-là. Il y a la même chose sur des zones à forte consommation, qu'elles soient des consommations classiques ou des consommations industrielles. Et si j'ai entouré la petite zone en bas à gauche, c'est parce que vous voyez, c'est une zone sur laquelle il n'y a pas beaucoup de projets de batteries aujourd'hui, et c'est une zone qui, à l'inverse, est très très dynamique en termes de production photovoltaïque, donc sur lequel il pourrait y avoir des opportunités dans le futur. Pour conclure, je vais remettre un peu ces éléments en version plus chiffrée sur des prospectives. Notre vision à date, donc sur les batteries pour commencer, nous on est déjà dans tous nos scénarios, on estime que 3 gigawatts de batteries pour faire les services système, c'est un socle. Donc c'est les services de réglage de la fréquence dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit que ce service-là, il a de la valeur, il a de l'intérêt, donc ça nous paraît être une base qu'on a dans tous nos scénarios. Ensuite, compte tenu de la dynamique, c'était dit aussi tout à l'heure, on est plutôt sur des scénarios à date sur l'horizon 2030 qui vont vers des chiffres type 8 gigawatts de batterie pour trouver un espace sur le système national. Après, plus loin, on va être dépendant des conditions d'évolution du système pour des horizons plus lointains. On a 13 gigawatts, 14 gigawatts en file d'attente. Donc on voit que là, tous les projets assurément ne se réaliseront pas. Je reviens sur la flexibilité de consommation, qui est un autre élément à prendre en compte dans les besoins du système. On estime là aussi qu'on a plutôt des perspectives d'avoir la configuration médiane, c'est-à-dire d'avoir de la flexibilité supplémentaire qui se développe au niveau des consommations, donc au niveau des bâtiments, au niveau de certains consommateurs petits industriels ou plus grands industriels, pour monter le volume vers quelque chose type 5-6 gigawatts de capacité là de modulation. Et puis à côté de ça, on a aussi le parc de véhicules électriques qui va pouvoir avoir des capacités plus ou moins importantes de pilotage. Et j'arrête là pour ce point. Un grand merci. Grand merci Sébastien Henry pour la clarté et puis l'exhaustivité de cette présentation. Je crois que vous les avez tellement absorbés qu'ils ont oublié de poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des questions dans la salle qu'on n'aurait peut-être pas reçues, hein? Non, pas pour l'instant. Et bien alors on va poursuivre par la table ronde et je suis sûr que les intervenants auront des questions à vous poser. Table ronde que nous avons intitulée « Des besoins du marché à l'expertise des intégrateurs électriciens ». Merci d'accueillir côté intégrateur Vincent Chapuis, directeur de la division énergie de Firalp. Vous pouvez l'applaudir, merci. Thibaut Faucan qui dirige Omexom, conversion et storage. Frédéric Toussaint, directeur général de SPI Industrie, qui est venu avec son fan club apparemment. Ayrati Zada, directrice commerciale BESS d'Eiffage Énergie et Systèmes. Et puis côté développeur, David Saint-André, directeur nouveau marché de Calista Énergie. Et Nicolas Wolf,
président de The Energy. Et merci Sébastien Henry d'avoir accepté de rester avec nous pour cette première partie. Avant d'évoquer les besoins du marché puis l'expertise des intégrateurs électriciens, j'imagine que la question a dû susciter chez vous quelques réflexions, voire quelques questions. Qui veut se jeter à l'eau? Qui veut nous partager ça? Ah, merci Aerati. Oui, effectivement, j'ai une question. Ce qui m'a interpellée, c'est le chiffre de 14 gigawatts de file d'attente. C'est beaucoup. Et comme Sébastien Henry l'a dit, tous ces projets ne se feront pas. Mais une grosse file d'attente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tous les projets, on a des délais de plus en plus longs pour les raccordements. Donc, des difficultés pour nos clients développeurs de pouvoir se projeter. Comment on fait pour rendre plus sélectif le processus de raccordement afin d'avoir un maximum de projets qui arrivent en ready to build et qui vont donc se faire? Il y a déjà de la sélectivité, non, sur les projets matures, Sébastien Henry? Non, c'est pas ça? Il y a une sélectivité qui est en concertation en ce moment, pour être plus précis. Donc effectivement, nous travaillons sur une refonte du cadre de raccordement au niveau national. Donc il y a une concertation qui est en cours aujourd'hui. Alors je dis, allez, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays dans le monde et dans d'autres pays en Europe, puisque la situation qu'on voit en France est similaire, et même un certain nombre d'autres pays qui ont des volumes encore plus importants que ceux que nous on a. Et donc notre objectif, alors déjà pour les nouveaux projets, c'est de passer de la règle actuelle qui est le premier arrivé, premier servi, à une règle du premier à l'heure, premier servi. C'est-à-dire de demander au fur et à mesure et de s'assurer au fur et à mesure du temps des déroulés des projets que les projets avancent bien et donc de conserver les places dans les files d'attente sous réserve que les projets avancent conformément. Donc ça, c'est la version qui est en cours de concertation et qui va de pair, là aussi, avec une question de traitement de la file d'attente actuelle pour, là aussi, pouvoir finalement garder en file d'attente les projets qui sont réellement des projets qui vont aboutir ou qui montrent leur avancée. Et peut-être pour dire un chiffre sur les délais de raccordement quand même, le délai qu'on a aujourd'hui sur les projets de stockage, c'est 1 an à partir du moment où on signe la convention de raccordement, c'est-à-dire que nous et le porteur du projet a toutes ces autorisations. Et c'est un peu plus de 3 ans si je prends le moment où on rentre en file d'attente. Donc c'est ça les délais que l'on a aujourd'hui. Oui. En moyenne, a demandé Nicolas Wolf pour que je vous dise tout. On a une question de la salle. Alors, je n'ai pas réussi à l'avoir, mais je suis sûr que vous allez me la répercuter en régie. C'est sur le blackout espagnol. Est-ce qu'on peut avoir une idée du REX de la coupure d'électricité survenue en Espagne? Alors, je vais le faire très rapidement parce qu'il me faudrait... Vous l'avez posé en préparation, c'est des questions qu'on se pose tous. On veut savoir ce qui s'est passé. Il me faudrait... Bon, je vais essayer de vous le faire très vite. Ouais. Le blackout en Espagne, sa cause n'est pas liée à tous les phénomènes que j'ai explicités aujourd'hui. La cause du blackout espagnol, c'est un problème de réglage de la tension, de tenue de la tension sur le système ibérique, avec comme origine, une origine multiple, à la fois des groupes de production conventionnels qui n'ont pas fait le réglage attendu, des groupes de production renouvelables à qui on ne demande pas en Espagne de faire du réglage de tension, des moyens à disposition du gestionnaire de réseau qui n'étaient pas activables automatiquement, pour régler la tension toujours, et des marges entre la valeur normale de pilotage du système et la valeur maximale qui sont beaucoup plus faibles en Espagne que ce qu'elles sont en France. Donc c'est ces 4 causes-là qui ont provoqué le blackout. Voilà. Et après, il faut que vous vous référiez au rapport d'experts qui a été publié il y a quelques semaines, si vous voulez avoir tous les détails. Et une petite question, je suis sûr qu'on va vous la poser après. Et qu'est-ce que vous mettez comme précaution en France pour que ça n'arrive pas?
Alors en France, par rapport aux 4 points que j'ai cités, on a une marge de pilotage qui est beaucoup plus importante que les collègues espagnols. C'est-à-dire que nous, on exploite la tension entre 380 et 420. Eux, ils l'exploitent entre 380 et 435, sachant que la limite, c'est 440. Donc on a une marge plus importante. La production renouvelable, celle qui est raccordée sur le réseau de transport, règle la tension. Aujourd'hui, tous les moyens raccordés sur le réseau de transport règlent la tension. On dispose de moyens automatiques de pilotage de la tension en France. Et puis après, on a un système qui est plus maillé et puissant que le système espagnol, qui est le dernier point. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il ne nous arrivera jamais rien en France. Vous le savez tous ici, le risque zéro n'existe pas, mais on est mieux armé, bien mieux armé contre ces phénomènes. Allez, une autre question de la salle. Est-ce que le véhicule au to-grid est-il une priorité? Je ne peux pas dire une priorité, c'est peut-être fort. Expliquez peut-être en 2 mots ce que c'est. Alors, le véhicule to-grid, c'est par rapport à ce que c'est la capacité. Alors, je vais plutôt faire différemment. Le véhicule électrique, on va grader un peu les éléments. Il y a le véhicule électrique que vous branchez et qui se charge instantanément au moment où vous le branchez. Ça, on n'est pas fan. Surtout si vous le branchez juste en rentrant à 19h au moment des pointes en hiver, etc. Il y a celui que vous branchez et dont la charge va se mettre au moment où il y a de la production qui est disponible. Donc ça, c'est déjà la charge pilotée. Et après, il y a le véhicule to-grid qui est capable de restituer à des moments... c'est le dernier modèle de la R5, je crois. Voilà, il y a quelques véhicules qui sont aujourd'hui équipés de ce type de système. Voilà, c'est un peu une gradation. Mais je dirais déjà, à l'instar de ce que je disais tout à l'heure sur la flexibilité, si déjà on met la consommation au moment où l'énergie produite est abondante et décarbonée, c'est déjà le bon comportement. On a une autre question de la salle, et puis après j'en viens à nos intervenants. La flexibilité semble avoir invisibilisé l'efficacité énergétique dans les travaux de la filière électrique et dans les politiques publiques. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah non, je dirais pas ça. Je dirais que... Alors, est-ce que c'était une question ou une opinion? Enfin, bon. Non, Voilà, alors, le côté invisibilisé, là, je vous laisse... je ne le dirai pas... Ça, c'est votre avis, mais je dirais bien qu'on a besoin bien des deux éléments. Je pense que dans un de mes premières diapos, il y a bien les questions d'efficacité énergétique qui sont déjà un socle important. Et après, on rajoute effectivement les éléments de flexibilité. Et on voit bien que l'efficacité énergétique, aujourd'hui, elle est au rendez-vous et elle progresse au niveau de la consommation et du traitement de la consommation. Et c'est très bien. Est-ce que l'un de nos intervenants veut réagir? Non. Thibaut Faucan. Oui, donc merci pour l'intervention. Donc concernant la capacité installée, donc on a 3 gigawatts, RTE prévoit donc 8 gigas d'ici 2030, donc il en reste 5 à faire. La profondeur de marché FCR et AFRR va être atteinte très rapidement. Les batteries sont capables d'offrir des fonctions que d'autres technologies ne peuvent pas offrir. Est-ce qu'il est envisagé déjà d'augmenter la profondeur de marché, donc le volume FCR et AFRR, ou alors de créer un produit, comme ça a été fait dans d'autres pays, dédié aux capacités de l'électronique de puissance? Alors, peut-être pour redire le chiffre, on a 1,6 aujourd'hui d'installés. Donc, on a encore effectivement de la marge et du besoin pour le réglage de fréquence. Ce que je n'ai pas dit, donc le réglage de fréquence en France, 600 MW de primaire, et le secondaire, c'est variable, c'est 700 MW en moyenne, mais ça varie de 500 à 1300. Le secondaire est plutôt un peu en augmentation, puisqu'il est le reflet des aléas sur le système qui sont un peu en augmentation. Le réglage de fréquence, c'est un marché européen. C'est-à-dire qu'on peut avoir en France une capacité de réglage de fréquence plus importante qui s'exporte dans les pays voisins. Donc il y a une capacité supplémentaire. Donc ça, c'est un point.
Ensuite, il y a des services qui sont valorisés, alors, je dis d'électronique de puissance, mais qui sont valorisés déjà aujourd'hui, c'est le réglage de tension, donc qui peut avoir un intérêt. Et après, les autres services, il y a quand même l'apport capacitaire qui peut avoir un intérêt, soit pour gérer les pointes, soit pour gérer des effets plus locaux. Donc c'est là-dessus qu'il peut y avoir des développements dans les prochaines années. Allez, je prends une dernière question de la salle, peut-être pour Sébastien Henry. Quel est le modèle économique des BESS entre services système pour RTE et puis des autres recettes? Alors, je redis, hein, aujourd'hui, la valorisation actuelle est massivement sur les services systèmes. La valorisation est massivement sur les services systèmes. Les autres éléments apportent des compléments. Il y a ces gestions au cours de la journée qui peuvent donner un arbitrage entre le service système ou l'arbitrage énergie au cours de la journée. C'est ça les modèles qui sont aujourd'hui visibles, en tout cas au niveau national. Et après, je l'ai pas dit au début de mon propos, après, sur les visions plus prospectives, je n'ai pas la boule de cristal non plus pour voir ce qui se développera réellement post-2030-2035. On est quand même un peu lointain pour être sur des modèles précis de business, quoi. Question de Vincent Chapuis. Pour une question à Sébastien. Merci pour votre présentation. Nous, en tant qu'intégrateur, on n'est pas là pour définir les priorités. Par contre, à un moment donné, on a un rôle à jouer. Qu'est-ce que vous attendez de nous sur ces sujets-là? Nous, on a, je redis, hein, nous, on a effectivement on a un intérêt. Alors, d'avoir, je ne sais pas, intégrateur de quel système exactement vous êtes, mais on a un intérêt. On peut dire constructeur pour simplifier. Ouais. Donc nous, on a un intérêt fort, sans regret, pour flexibiliser la demande. Ça, on voit qu'il n'y a pas de regret, quels que soient les scénarios, pour faire bouger ce curseur. Ça, c'est un premier point. Donc, et là, il y a quand même pas mal de choses à faire pour amener à maturité et faire développer ces business. Et après, les offres aujourd'hui, si je reviens au sujet batterie, pour moi, en tout cas, elles me paraissent matures techniquement. Et donc là, c'est les volumes que j'ai pu citer précédemment, quoi. Allez, deux dernières questions pour Sébastien Henry. Est-ce que vous envisagez des marchés relatifs au réglage de tension? Il y a un service de réglage de tension qui est rémunéré en France aujourd'hui. Il y a déjà une rémunération du réglage de la tension en France. Donc ce n'est pas envisagé, ça existe déjà. Et puis comment est-ce que la filière batterie peut-elle s'adapter à un banc progressif des technologies chinoises pour des raisons de souveraineté? Ah, bonne question. Oui, j'en ai pas. Il y a un point alors, sur l'ensemble des technologies qui fait débat aussi au niveau européen, hein, c'est les questions de souveraineté et de cybersécurité en fait, hein, et de sécurité des systèmes. Donc on sait qu'il y a des questions qui sont adressées au niveau européen sur les onduleurs. Donc qui peuvent aussi amener les mêmes éléments sur les batteries. Donc je pense que là, à date, le sujet est quand même beaucoup plus pris à bras-le-corps au niveau européen et au niveau national. Donc oui, il y a effectivement un élément. Et alors nous, en tant que gestionnaire de réseau, effectivement, on est très vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'effet systémique et de risque systémique qui conduirait à des problèmes sur le système. Donc ça fait partie des points d'intérêt. Une question de Nicolas Wolf, et puis après on rentre dans la présentation des développeurs et des intégrateurs. Oui, moi j'aimerais rappeler le rôle essentiel de RTE dans les débats qui ont eu lieu récemment. On l'a oublié, mais depuis 2 ans, on a eu des velléités très fortes de tout arrêter et de repartir dans le monde d'avant. Et RTE, avec le scénario 2050, les révisions de ces scénarios, a tenu bon à expliquer pourquoi il fallait déployer nucléaire et renouvelable
pourquoi on était encore à 60% dépendant des fossiles et comment on pouvait avancer vers un monde plus décarboné. Et vous avez tenu bon, donc je vous félicite parce que ça a été très très compliqué il y a un an de cela. Moi, je reviens sur les délais que vous nous avez donnés, sur le raccordement, qui sont pour nous, en tant qu'opérateurs, un problème majeur. Est-ce que vous seriez capable de réduire ces délais et comment ? Alors c'est déjà le cas, moi on m'a dit dans les témoignages que j'ai eus, ça arrive parfois que RTE raccorde plus tôt. C'est très rare. C'est très très rare. Alors, je n'irai pas là-dessus parce que je peux citer un certain nombre de projets où on avance par rapport aux projets des industriels. Donc, après, le point sur lequel on travaille aussi, c'est finalement de passer d'une politique de la demande, c'est-à-dire de récupérer des demandes, à une politique de l'offre, c'est-à-dire d'avoir une capacité de développer des infrastructures en amont qui offrent des capacités de raccordement. De préinvestir. Donc ça, c'est aussi une des pistes qui est sur la table. Mais je tiens quand même effectivement à préciser que l'image me paraît quand même assez caricaturale au sens où on a beaucoup de projets clients qui sont largement décalés par rapport à ce qui nous est annoncé au moment où on gère des propositions techniques et financières. Donc je pense qu'il y a à boire et à manger dans les délais de raccordement des uns et des autres. Donc effectivement, il y a quand même un travail à faire pour avoir des visions plus saines. Et pour sortir du cas français, quand je discute avec certains homologues, effectivement, les situations qu'on vit en France, je vois que mes collègues italiens, ils ont des demandes de files d'attente qui sont encore à des niveaux 4 ou 5 fois supérieurs aux nôtres. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des demandes de raccordement sur du stockage qui excèdent la capacité totale de leur pays à date en termes de consommation. Donc on a ces phénomènes-là qui existent dans différents pays, et donc il y a effectivement un travail collectif à faire. Allez, une question de David Saint-André de Calista. Disons que c'est un complément à la question et au commentaire de Nicolas. Merci d'abord au CERS pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci Sébastien pour la présentation. Je pense comme Nicolas qu'on a beaucoup de chance d'avoir un gestionnaire de réseau qui partage autant d'informations avec nous, prospectives notamment. C'est très riche pour la filière. Le petit commentaire complémentaire, c'est que nous, on fait partie de ceux qui ont eu la chance d'être accordés plus tôt que prévu. Et on était... Ah ben c'était vous. Voilà. Mais du coup, le complément est important pour équilibrer. On avait en effet des PTF pour des projets batteries significatifs, en HTB2 en 225 000 volts, qui annonçaient des horizons 4 ans. C'était trop long par rapport à ce qu'on voulait faire, évidemment. On a beaucoup échangé avec les équipes de RTE qui nous ont écoutés, qui ont été attentives et qui ont essayé de chercher des solutions. Et plusieurs fois, on nous a proposé des raccordements plus tôt, en effet, avec des commandes anticipées. Et en général, on se retrouve avec des raccordements à 2 ans. Et on a à peine le temps d'être prêt dans ces années sur des gros projets batteries. Donc on arrive à s'accorder sur des plannings, grâce au travail de RTE notamment. Peut-être aussi qu'on était sur les bons sites, les bons postes qui le permettaient, mais c'est possible. Et on arrive à très bien collaborer. Et j'ai éventuellement une question, par contre, parce que là c'était un commentaire et j'ai une question à poser en plus, si vous me permettez. C'est Dominique Nel qui me l'a soufflé la question avec son propos introductif. Ça balance. On parlait des steps et ma question, c'est la complémentarité entre les batteries et les steps. Parce que les batteries ont des durées de plus en plus importantes. On avait des batteries de 1 heure, c'est encore la moyenne aujourd'hui. Nous, on installe du 2 heures en ce moment même. Il y aura du 3 heures, il y aura du 4 heures. Quand on regarde d'autres pays, on fait du 6 heures, on fait du 8 heures déjà. Quand on est sur du 8 heures, encore un peu plus, on commence à être sur les durées de stockage des steps. Est-ce que du coup, on peut imaginer que des batteries très longue durée remplacent à l'avenir des steps, ou s'il y a quand même un complément de service que les steps vont apporter? Typiquement sur l'intra-hebdomadaire ou sur d'autres types de services, sur de l'inertie, des choses comme ça, ou est-ce que finalement les batteries peuvent complètement remplacer les steps? Parce qu'on voit dans les objectifs aujourd'hui de la BPE, il y a un objectif pour les steps, alors même qu'on a du mal à en faire. Est-ce que c'est pertinent pour RTE, cet objectif-là, ou est-ce que finalement les batteries, avec les volumes qu'on voit, vont faire le travail? Alors, moi je dirais bien sous réserve d'augmenter la temporalité, du coup. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les batteries, on est plus sur du 2 heures. Il y a cette bascule aux 4 heures.
Le 6-8 heures, pas forcément encore, mais ça peut être compétitif. Dans d'autres pays, ça y est, on est prêt. Oui, c'est pour ça. Mais je dis ça on fait du 8 heures. ça peut être compétitif et on l'a un peu évoqué. L'électronique de puissance qui raccorde des batteries rend un certain nombre de services. Donc j'ai pas de voilà, c'est une transformation du système, mais ça peut répondre aux services nécessaires pour le système. Alors il faut passer au grid forming pour les connaisseurs, mais oui, ça peut effectivement venir compléter ou remplacer certains éléments. Alors, j'ai une dernière question de la salle. Il me semble que ça fait un moment qu'il y a 14 gigawatts de batterie en file d'attente. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de place sur le réseau? Point d'interrogation. Et pouvez-vous donner des exemples de critères pour arriver au premier prêt, premier servi? Alors, il y a encore des demandes. Alors, je ne sais plus de quand date ce chiffre de 14 gigawatts très précisément, mais il y a eu des signatures de propositions financières, propositions techniques et financières de raccordement ce semestre. Donc il y a des demandes, même je peux vous dire, je crois qu'on a eu 1000 études exploratoires à faire pour des batteries ce semestre. Donc il y a encore des demandes qui sont là. Oui, il y a des zones, certaines zones, alors je n'ai pas représenté les cartes, mais elles sont disponibles sur notre site. Il y a quelques zones qui sont saturées, donc qui fait qu'on raccorde des batteries sous réserve qu'elles fonctionnent dans le bon cycle. Quand c'est une zone PV, pour être clair, qu'elles ne restituent pas leur puissance au moment où le PV restitue et vice-versa. Donc il y a ce point-là et j'ai mangé la fin de la question. C'était sur des exemples de critères pour arriver au premier prêt, premier servi. Alors, c'est en concertation. Les exemples de critères, c'est l'obtention des permis de construire, des autorisations, etc. C'est-à-dire dans le déroulé, au moment où on signe une proposition technique financière, on s'accorde sur un planning. Nous-mêmes, on a des autorisations à avoir et un certain nombre d'éléments à avoir, mais les porteurs de projets aussi, alors surtout dans le cas des batteries, il y a des autorisations environnementales, des permis de construire, etc. à obtenir. C'est ça qu'on veut aussi suivre dans le temps pour s'assurer que les éléments sont bien en train d'avancer. Un grand merci Sébastien Henry d'avoir répondu à toutes nos questions, de n'en avoir éludé aucune. Allez souffler un peu si vous voulez, et de toute façon, ceux qui ont encore des questions à vous poser pourront peut-être vous retrouver à la Grande Verrière tout à l'heure, non? Oui. Bon. Parfait, merci beaucoup. Alors, venons-en aux besoins du marché, et pour commencer, ce que recherchent les développeurs. David Saint-André, Nicolas Wolf, qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les porteurs de projets? De la performance, de la rapidité, de la rentabilité, de la sécurisation? David Saint-André de Calista. Un tout petit mot sur Calista pour pouvoir répondre à la question. On a un producteur d'électricité à l'origine à base d'éoliennes. On a 200 éoliennes environ en France. On fait quasiment 500 MW. Donc ça, ce sont nos actifs de production. Et la diversification dans le secteur des batteries, c'est 2022 environ, le moment où on a lancé les premiers projets. Et donc nous, on fait des investissements dans des infrastructures. Nos projets batteries font entre 70 et 100 millions d'euros, on en a plusieurs. On fait des investissements dans des projets d'infrastructure qui vont être rémunérés sur des marchés ouverts, volatiles, sans des rémunérations qui ne sont pas régulées. Donc on a une grosse exposition de ce point de vue-là. Donc le gros enjeu pour nous, ça va être de trouver de la sécurité, partout où on peut en trouver. La première sécurité, ça va être dans la conception, avec des entreprises qui sont expertes, dont on va profiter de l'ingénierie. Nous, on est une structure qui est assez technique, on est une centaine. On fait des investissements financiers, mais avec un socle de compétences qui est technique. Par contre, on n'est pas aussi technique que des compétences qui vont réaliser les sites pour nous. On a Omexom et FHP autour de la table, et Firalp et plein dans la salle. On a besoin de vos compétences parce que la capacité à réaliser, on ne l'a pas. Donc on va rechercher de la sécurité dans la conception d'abord, et puis après dans la maîtrise de l'exécution, la réalisation, tenir un planning sans déviation. Parce qu'on part sur un budget, on fait du financement de projet, on ne peut pas dépasser le budget. Des investissements dans des actifs de production où le budget double ou triple, nous on ne sait pas faire, on disparaît. Donc ça ne peut pas nous arriver. Donc on a besoin de certitude de ce point de vue-là. On va aussi chercher de la sécurité dans le service, la durée de vie des batteries. La première qu'on réalise, nous, va durer 15 ans, la seconde 25 ans.
L'engagement qu'on demande aux entreprises que l'on retient sur celle de 25 ans, c'est de s'engager sur une disponibilité technique, un prix de la maintenance, une performance sur 25 ans. C'est pas évident ça. Tout le monde n'a pas eu cette demande encore, il y en a qui la découvrent, et c'est ça qu'on attend comme réponse, et on en a besoin, parce que c'est sur ces durées-là qu'on finance. Et puis après, on va aussi rechercher de la sécurité sur les revenus, parce que l'exposition marché, elle est difficile pour nous. Donc on va chercher d'autres types de compétences chez des gens qui vont être plus dans l'optimisation, dans le trading, dans le pilotage sur des marchés, dans des questions d'algorithmes, pour apporter un petit peu de sécurité dans le stack de revenus qu'on va essayer de capturer, mais sur lequel on est très exposé. Donc c'est ça qu'on recherche et c'est là-dessus qu'on a besoin d'aide. Même priorité pour vous, Nicolas Wolf, Zee-Energy? Non, c'est un peu différent parce que Zee-Energy est une société qui a été créée il y a 5 ans et qui est spécialisée dans le stockage, les solutions de stockage. On a 2 types de solutions, soit des solutions hybrides, ce qui a été mentionné tout à l'heure, donc projet photovoltaïque avec batterie, ou des batteries autonomes ou standalone BESS. Ces standalone BESS, c'est surtout sur les marchés italiens et allemands sur lesquels on opère, et les solutions hybrides plutôt sur le marché français. Donc on a plusieurs types de sous-traitance qu'on met en œuvre sur ces 2 types d'installations, et notre idée, c'est finalement, un petit peu comme toi, David, d'être fort dans l'engineering, fort dans le pilier industriel, et ensuite de se reposer sur des partenaires qui vont nous accompagner sur le déploiement de nos projets. Nous travaillons sur des objets qui sont assez gros, des projets de 150, 200 mégas. Donc on est entre 130 et 180 millions d'euros d'investissement. Donc c'est des investissements qui sont assez conséquents, avec des enjeux pour nous en termes de rentabilité qui sont fondamentaux. On n'a pas encore parlé de compétitivité, mais évidemment que c'est un point qu'on va regarder avec énormément d'attention. Alors, le marché est porteur, vous l'avez vu à travers les chiffres qu'on a découverts ce soir. On a des gens qui aujourd'hui sont prêts à combattre pour sécuriser ces marchés, c'est une bonne chose. Autour de la table, j'ai certains de mes fournisseurs avec qui on travaille depuis un certain temps et qui nous accompagnent. Ce que je vois aussi, c'est que sur la partie au-delà de l'installation du projet, on a, nous, une vocation industrielle. Donc on va opérer les projets pendant 20 ans et on sous-traite une partie de la maintenance. La supervision est faite au niveau central, mais la maintenance est réalisée par des sociétés comme les vôtres. Et ce qui me frappe aujourd'hui, en comparaison notamment avec ce que j'ai pu vivre dans l'éolien ou le solaire, c'est aujourd'hui peut-être un manque de connaissances sur la partie batterie en elle-même. La batterie, c'est quelque chose qui, vu de l'extérieur, peut sembler assez simple. On a souvent l'impression que c'est finalement déposer un conteneur dans un champ. En réalité, c'est assez complexe, ça nécessite énormément d'intervention. Le maintien de la disponibilité est un sujet qui est difficile, qui est assez épineux. Et moi, j'inviterais nos partenaires à travailler fort pour se former, aller apprendre en Chine pour être 100% efficace sur cette partie maintenance, sur laquelle je pense qu'il y a aussi un énorme marché au-delà de l'installation de nos projets. Je vous entendais parler de trading tout à l'heure, les prix négatifs et puis les écarts de prix intraday. En ce moment, on assiste à des écarts de prix de 150 € en une journée. Est-ce que ça change la donne économique ? C'est un accélérateur clairement pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, avec 30% d'énergie renouvelable dans le mix, ça c'est à peu près la moyenne européenne, vous avez des impacts qui sont extrêmement forts à 2 titres. D'abord sur le réseau. C'est essentiellement ce qu'on a vu dans la présentation de RTE, avec un réseau qui est de plus en plus difficile à sécuriser. Les points d'accès sont de plus en plus rares. Et vous avez aussi des points de congestion de plus en plus importants du fait des fluctuations d'énergie qui traversent ce réseau. Mais il y a un autre point, moi, qui me semble fondamental, c'est le deuxième impact, c'est l'impact sur le marché de l'énergie. C'est les prix négatifs, c'est par exemple l'intraday avec des prix qui fluctuent énormément. Et aujourd'hui, il me semble que pour réussir à poursuivre le déploiement de la transition énergétique, il faut qu'on s'intéresse à ces 2 sujets. Et par conséquent, la batterie me semble être un outil intéressant. Ce n'est pas le seul, évidemment, en toute humilité, mais c'est quand même un outil intéressant aujourd'hui pour permettre 2 choses. 1, stabiliser le réseau, et puis 2, poursuivre le déploiement des ENR qui est nécessaire si on veut décarboner notre énergie. Et je prends un exemple français. On a parlé de l'Espagne tout à l'heure avec le blackout qui est intervenu. En France, en 2025, on est passé très très proche d'un blackout, très proche. On a eu en octobre un décrochage des producteurs solaires à qui on a ordonné le fait de sortir du marché
parce que les prix étaient négatifs. Et en l'espace de quelques minutes, il y a 10 gigawatts qui sont sortis en termes de production. Et RTE était à quelques cheveux d'un très très gros problème. Donc c'est vrai que le réseau français est plus solide que celui de ses voisins, c'est certain, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de problème. Et il faut absolument, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, on s'empare de ce sujet stockage-flexibilité et avec détermination, on s'emploie à ajouter des outils qui sont nécessaires. Dernière question pour David Saint-André. Qu'est-ce qui freine encore les décisions d'investissement ? La visibilité. La visibilité ? La visibilité, ouais. D'une, on en a parlé un petit peu avec l'intervention de Sébastien Henry. Quel est le besoin de RTE en termes de capacité de stockage? D'une, pour la réserve, pour les services systèmes et potentiellement pour d'autres besoins. Est-ce que ce sont les 3 premiers gigawatts? Est-ce que c'est 6? Est-ce que ce sera plus? Parce que les projets mettent plusieurs années à être développés. Donc on a besoin de savoir quel va être le besoin. Moi, je regardais le sujet du stockage en 18, si je me rappelle bien. J'écoutais RTE très attentivement à l'époque. Et le discours, c'était on a besoin de connexions transfrontalières, d'interconnexions. C'est là qu'on va les trouver de la flexibilité et des marges. C'était ça le discours d'RTE à une certaine époque. Et c'était tout à fait juste, mais c'est difficile, les interconnexions à développer. Et puis le prix de la batterie a baissé, la performance a augmenté, c'est devenu pertinent pour nous en termes d'investissement et aussi pour le système. Très bien. Dans le temps, est-ce que ça va durer? Quel va être le besoin? Ça, c'est un premier sujet important. Après, on a besoin de visibilité, de stabiliser aussi sur les différents systèmes de revenus. La FCR, on la connaît, la FRR, on la connaît. Le trading, c'est les marchés de gros, on connaît aussi. Puis il y a quelques autres marchés. Il y en a un qui est très important dans nos business plans, c'est le marché de capacité. Là, il s'est passé quelque chose sur l'année qui s'est écoulée, c'est une évolution des règles, une évolution de certains facteurs et la manière dont les batteries sont considérées pour leur contribution au système électrique sur des journées de pointe. C'est un énorme changement qui a eu lieu, qui a détruit de la valeur dans nos business plans, de manière massive. Et ça, c'est arrivé très vite et de manière un petit peu brutale. Et ça va freiner les prochains investissements, très clairement. Nous, nos prochains projets, on se pose la question d'y aller de ce point de vue-là, très clairement. Donc on a besoin de visibilité sur le cadre, y compris sur les marchés et la rémunération des actifs. On vous a compris, merci beaucoup. Le regard des intégrateurs électriciens maintenant. Quelles sont les solutions que vous proposez en termes de stockage et de flexibilité? Qui veut répondre? Je vais démarrer. Bon, d'abord, nos clients, c'est les investisseurs. Donc, c'est un marché qui était assez nouveau pour nous, initialement. On l'a regardé d'abord parce que c'est un gros objet. Il ne faut pas l'oublier, on n'est pas non plus habitué à répondre à ce type d'objet. On parle assez rapidement sur nos parties avec batterie, convertisseur et l'ensemble des lots électrotechniques derrière, des objets qui font très vite 20 millions, 40 millions, 50 millions. Et quand on le regarde, la première chose a été la notion de contracting. Parce que quand on discute, vous avez entendu parler tout à l'heure de délai. Donc il y a un sujet contracting. Très vite, il y a un sujet technique. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais RTE ne nous donne pas un ordre de réguler la tension ou la fréquence. À un moment, on a notre propre système de mesure. Et en moins de 500 millisecondes, on doit être capable d'adapter l'ensemble du système pour tenir la tension ou la fréquence. Donc on a cette obligation, je dirais, électrotechnique de contrôle et d'envoi, et un contrôle commande derrière. Et une fois qu'on s'est posé ces questions de connaissances, compétences, de design aussi, parce que contrairement à ce qu'on a parfois l'habitude de faire, l'ensemble de la partie électrotechnique, dont la partie transfo, on est amené à le designer. Et après, il y a, je dirais, la phase réalisation. Une fois qu'on a vu tout ça, soit on est en EPC derrière un investisseur, soit on est partenaire sur un certain nombre de lots, mais il a fallu adapter des équipes, des organisations, et puis s'engager sur des performances, des délais, des résultats. C'est ce que vous avez décrit tout à l'heure. Il a fallu qu'on apprenne à se connaître aussi dans les limites de performance, parce que évidemment derrière vous avez aussi des banquiers qui sont très exigeants et qui renvoyaient toute l'exigence vers nous. Pour votre info, quand même, il y a certains contrats, mon chef est bien au courant sur ces sujets, il y a certains contrats, nous-mêmes, on a mis 2 ans pour les finaliser en termes de contracting, parce que les exigences étaient assez élevées. Voilà, pour lancer le sujet. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à des durées de 5 ans à la fin. Ouais. Quelles sont les compétences qu'il faut réunir pour réussir un BESS?
Bon, donc Thibaut Faucon, Ok, ça marche, désolé. Donc bon, déjà merci David et Nicolas, donc on vous a bien compris. Donc en effet, on est dans la project finance, donc sur des gros objets de plusieurs dizaines de millions d'euros, et en effet, nos clients, quand ils investissent, ne peuvent pas se permettre d'avoir du retard, parce que chaque jour, chaque mois perdu, c'est des centaines de milliers d'euros, voire parfois des millions selon la taille de l'objet. C'est un prix qui doit également pas déraper. Et une fois qu'on l'a construit, c'est bien, mais derrière l'actif, il doit vivre pendant 15 ou 20 ans. Et donc des performances à tenir. Donc les difficultés quand on construit un système de stockage, on peut les résumer en 3 gros blocs. C'est la conception, la mise en service et l'exploitation. Un BESS n'est pas un champ photovoltaïque. La filière fait souvent l'amalgame, mais non, ça n'a strictement rien à voir. La difficulté pour construire un champ photovoltaïque, c'est vraiment sa construction, c'est le risque sol, etc. Mais quand on arrive à l'achèvement mécanique, c'est quasiment terminé et on peut souffler. Un système de stockage, une fois qu'il est construit, raccordé mécaniquement, c'est là que les problèmes commencent. C'est à ce moment-là qu'on va s'apercevoir si la conception a été bien faite ou non. Et donc la conception, on va discuter après de toutes les expertises nécessaires, mais la conception, c'est vraiment le cœur du sujet. Conception électrique et le pilotage. Donc on pourra développer cet aspect un peu plus tard. Vincent Chapuis. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites et merci en effet sur les attentes qui ont été exprimées. Je pense qu'elles correspondent à la vision qu'on a des attentes de nos clients. Finalement, je retiens 2 choses qu'on trouve sur l'ensemble des projets. Déjà, il y a des clients qui sont assez matures, il y en a qui le sont assez peu. Quand on parle stockage, on imagine toujours les grands champs de batterie. En effet, c'est des boîtes assez structurées qui savent très bien ce qu'elles veulent. Il y a aussi des clients sur du stockage qui vont mettre quelques centaines de kilos pour faire un peu d'autoconsommation, pour étudier le sujet. Et ça aussi, ça contribue à la flexibilité. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer dans l'accompagnement des clients très en amont sur la sécurisation de leurs projets, CAPEX et OPEX. Et je suis content qu'on parle de maintenance parce que c'est souvent un enjeu qu'on néglige un peu au début pour sécuriser les modèles financiers de nos clients sur 25 ans, mais aussi pour faire en sorte que ce qu'on construise, ça soit en effet quelque chose qui fonctionne derrière. Et sur le stockage, on va aller maintenir des équipements où il faut avoir des compétences de génie électrique, mais aussi des compétences liées, ça a été très bien dit par Nicolas, des compétences liées aux batteries en elles-mêmes, des objets assez complexes. Il y a de l'électronique de puissance, il y a du pilotage, il y a du courant faible, il y a un peu d'automatisme. Et c'est des objets qui vont être un peu partout dans le territoire, pas trop en zone urbaine. Donc quand on construit un accompagnement de maintenance, il y a aussi la question de où vont être ces objets et comment on va être capable d'aller les dépanner si nécessaire dans des temps assez restreints. Donc tout ça, c'est le travail qu'on peut faire pour accompagner les clients pour sécuriser leurs projets. Et puis le deuxième point, ça a été grandement dit, donc je ne vais pas beaucoup le développer, mais les délais sont très importants pour nos clients et on a des sites qui vont mélanger, encore une fois, beaucoup de compétences. Et là où on peut aider, c'est en construisant des équipes intégrées avec capacité à faire du génie civil, du génie électrique, du courant faible, et fonctionner en mode projet parce que des aléas, on en a pas mal. Il y a des sujets d'autorisation réglementaire, il y a des sujets de rupture d'approvisionnement. En ce moment, c'est plutôt d'actualité. Et si on est capable de structurer des équipes projets pour sécuriser les délais, je pense qu'on aide nos clients aussi à prendre davantage le risque d'investir parce qu'ils ont des modèles qui sont plus fiables. Aira Tizada, quelle est votre vision? Sur quoi vous vous positionnez, vous, chez Eiffage Energy System, en matière de BESS? Alors, chez Eiffage Energy System, le BESS, c'est une aventure qui commence il y a 8 ou 9 ans en dehors de France. Donc, nous avons installé les premiers systèmes BESS sur des réseaux africains donc qui n'ont pas la stabilité que nos réseaux français ont. Nous avons appris avec les technologies. Nous sommes allés en Chine pour nous former. Et nous avons ensuite ramené ces connaissances et ces savoirs en France et dans les pays européens. Donc aujourd'hui, Eiffage Energy System se positionne en tant qu'intégrateur EPC et ONM. Ce qui veut dire qu'en fait, nous maîtrisons tout le processus depuis la conception que nous réalisons avec nos partenaires fabricants. Donc c'est important pour nous de comprendre ce que nous installons, de challenger les installateurs, parce que quelquefois, ils peuvent être assez conservateurs
leur technologie et sur les performances de leurs produits. Nous faisons toutes les étapes de la construction, donc depuis l'installation qui va mêler du génie électrique, mais aussi du génie climatique, parce que les batteries sont des systèmes qu'il faut refroidir, qu'il faut maintenir dans des conditions optimales. Nous allions aussi toutes les compétences de raccordement réseau qui sont aussi présentes chez nos confrères. Et point très important, et j'entends les besoins de Nicolas et de David, nous accompagnons sur l'opération et la maintenance. Nous sommes actuellement engagés en France sur plus de 500 MWh pour des projets qui vont au-delà de 20 ans en maintenance. Et nous le faisons main dans la main avec les fabricants. L'idée est de ne pas avoir de projets sur lesquels le fabricant ou l'intégrateur peuvent avoir une rupture d'engagement. Donc c'est un engagement main dans la main pour accompagner nos clients qui ont des contraintes avec leur banque, qui ont des contraintes de performance, qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de confirmer des business plans. Donc nous les accompagnons, nous restons, nous avons un maillage important sur le territoire français, que ce soit les petites entreprises du CERS ou les grandes entreprises du CERS. Nous sommes locaux et c'est important pour nos clients de savoir qu'ils peuvent compter sur nous pour les besoins de disponibilité. Donc disponibilité, performance, nous intervenons et nous nous assurons que nos partenaires fabricants sont présents avec nous. Nous les impliquons et nous signons des accords long terme également avec eux. Encore une question à tous les quatre avant qu'on parle du pilotage. Comment garantir la sécurité, la disponibilité, puis l'évolutivité des installations ? Donc oui, pour revenir, effectivement, ça fait retour à la conception, donc ça passe forcément par une bonne conception. Donc il faut savoir que pour concevoir un système, une batterie, déjà c'est quoi ? On parle de batterie, mais en réalité la batterie c'est ce qu'on a dans le téléphone fois des millions de petites cellules, c'est un courant continu, c'est assez passif. Il n'y a pas vraiment d'intelligence dans le bloc batterie. En tant que tel. L'intelligence, on va surtout la retrouver dans la PCS. Donc la PCS, c'est le Power Conversion System, c'est le convertisseur donc qui va passer du courant continu au courant alternatif. C'est lui qui est raccordé à RTE et c'est lui qui, au réseau de transport, au réseau de distribution, et c'est lui qui répond à toutes les fonctions. Et donc ce binôme batterie-PCS doit bien fonctionner et on doit avoir donc par-dessus ça un pilotage. Donc le pilotage, c'est un contrôleur au niveau de la centrale, donc ce qu'on appelle le PPC, le Power Plant Controller. Et donc celui-ci, il doit être capable de chapeauter tous les contrôleurs. Sur un système de stockage de 100 MWh, on va retrouver finalement presque une centaine d'automates. Chaque conteneur batterie a son automate, chaque convertisseur a son automate, la sous-station HTB en a aussi, dans les auxiliaires. Donc le contrôleur, le main controller doit pouvoir vraiment piloter l'ensemble et ça passe par finalement une conception verticalement intégrée. D'où les besoins en EPC, parce que plus on va allotir, plus on va créer des interfaces, autant sur du génie civil, du génie électrique, on est capable de gérer facilement des interfaces, autant dès qu'on touche à du système, gérer des interfaces, c'est beaucoup plus complexe, c'est invisible, et ça se paye dans le temps, notamment à la mise en service et à l'exploitation, où finalement si on se retrouve avec 4 ou 5 contrôleurs et aucun qui pilote l'intégralité, ça devient presque inexploitable. D'où finalement le modèle EPC qui est préféré, mais qui coûte forcément un peu plus cher, versus le modèle, on va dire, Best Supplier et BOP, que l'on rencontre parfois, mais pour lequel il faut être extrêmement vigilant dans la gestion des interfaces. Qu'est-ce qui change la qualité du pilotage en temps réel ? Alors, si je peux avancer quelques arguments, ce qui peut changer la qualité du pilotage. La première, c'est d'implémenter toutes les normes soft et cybersécurité européennes et nationales. Donc être capable de respecter absolument tous les critères, voire plus. Donc discuter avec les clients également pour même aller au-delà de ce qu'on nous demande. Des temps de réactivité du système globaux qui sont aussi attendus au-delà des attentes. Et une capacité à dialoguer déjà entre les équipements BESS qui dialoguent via les automates dans les équipements et les skis de PCS et moyenne tension, mais également avec les SCADA des stations souvent HTB pour les gros ouvrages qui doivent dialoguer avec le réseau de RTE. Donc un système fonctionne s'il est capable de dialoguer vite, bien, dans les normes, voire au-delà des normes
notamment la norme NSIE2 en cybersécurité, qui en ce moment est un sujet, puisqu'elle questionne aussi la souveraineté. Voilà. Ça pose aussi des questions de formation. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que... Alors vous pouvez tous répondre, Nicolas Volf, je vous vois opiner du chef. Je l'ai mentionné tout à l'heure, nous on l'a découvert notamment dans les opérations de maintenance, où on a récupéré parfois des équipes qui arrivaient du métier photovoltaïque, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus mature évidemment, et on a très vite vu des problèmes de formation. Donc moi je pense qu'il faut passer du temps à former les équipes et les préparer sur ces interventions qui sont extrêmement complexes. Et dans la conception du projet, c'est exactement ce que vous avez décrit, c'est être capable dès le départ du projet, et bien d'appréhender cette complexité, de s'y préparer. Et finalement, souvent on croit en fait par simplification qu'on va additionner des éléments, il faut que ces éléments fonctionnent ensemble, et c'est finalement les points de connexion entre les différents éléments qui créent la complexité du projet, et c'est précisément sur ces points-là qu'il faut passer du temps. Je vois que Vincent Chappuis a le micro en main. Peut-être Oui, pour nous parler de la fabrique, ça? Ah, bravo, Ouais. vous avez retenu. Ouais, pour parler de Firalp en quelques mots, on est une entreprise qui est constructeur de réseaux et puis d'infrastructures télécom et d'énergie. On s'est lancé, si je puis dire, dans les sujets de stockage il y a maintenant à peu près 4 ans. Ce qu'on a fait pour y arriver, et on le fait sur l'ensemble de nos métiers, c'est de former nos équipes un petit peu sur les compétences, beaucoup sur la compréhension des enjeux des marchés, parce que c'est souvent ça qui fait la différence. L'électricité, ça reste de l'électricité. Par contre, on ne l'adresse pas de la même manière. Donc, pour y arriver, on a créé des cursus internes. On a en effet un centre de formation qui s'appelle La Fabrique. On a créé des cursus sur mesure qu'on dispense et on les complète de manière importante, et en particulier sur les sujets de mise en service et de maintenance, avec des partenariats fournisseurs, puisque l'enjeu, c'est d'arriver à maîtriser ces objets qui sont des systèmes propriétaires et sur lesquels il faut d'ailleurs souvent être formé pour intervenir. Donc on y arrive par la formation et je pense que globalement, c'est ce qui a réussi jusque-là et c'est ce qui fonctionnera sur le stockage aussi. Frédéric Toussaint, qu'est-ce que vous mettez en place, vous? En termes de compétences, on a aussi un sujet de gestion de projet. Quand on traite des objets comme celui-ci avec des obligations de résultat, le métier de gestion de projet est aussi un métier qu'il faut entraîner avec de la méthode, mais aussi avec de la formation. Je revenais sur ce que disaient Aïrata et Thibault sur la partie contrôle-commande. Aïrati, vous avez fait un petit... Aïrati, pardon. Vous avez contracté son nom et son prénom. C'est normal chez moi. La partie contrôle-commande, elle est essentielle. Elle tient l'ensemble aussi bien dans les obligations que nos clients ont vis-à-vis d'RTE, mais aussi dans ce que l'on fera après en termes d'exploitation. Et puis après, comme on l'a dit sur le design, en termes de formation, on revient sur le métier de l'électrotechnique de base. Quand on parle de convertisseurs, quand on parle de dimensionnement, quand même, on parle de dimensionner les transfos qui se font, qui sont l'équivalent de ceux d'RTE, 225 000. C'est pas des petits objets et on n'a pas le droit de se tromper. On engage plus de 2 millions d'euros quand on les achète. Si on se trompe sur le design ou l'indice, ça va vite coûter cher et aussi en pénalité, vu que c'est ce qui dimensionne le délai, j'irais, de construction. Voilà. Alors, il y a ce sujet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la réglementation. Visiblement, vous vous en accommodez, non? Ou c'est complexe? Je pense qu'on s'y adapte et qu'on a intérêt à le faire, tout simplement. Parce que sur les sites baisse, elle est naissante, la réglementation. Le marché allait très vite parce que les prix ont baissé très vite, les performances ont augmenté. Donc on a essayé de déclencher des investissements rapidement, on a essayé d'obtenir des autorisations administratives rapidement pour être dans les premiers gigawatts, justement pour réussir à capturer la valeur sur les réserves. C'est ce qu'on voyait dans la présentation au début. Comment est-ce qu'on a essayé de fonctionner? On a essayé de faire le mieux possible. Plutôt que d'essayer de trop adapter la réglementation, plutôt que de la simplifier, plutôt que de l'alléger, ce qui aurait permis une petite économie peut-être sur des CAPEX, on s'est dit qu'on allait faire des sites exemplaires. Sur toutes les règles incendie, on avait des textes qui étaient toujours en cours de concertation. On avait des textes avec du markup interministériel qui nous était partagé et qui n'était pas encore arbitré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le plus contraignant.
Et on a ajusté notre conception à ce qui avait plus contraignant et on a avancé. Et comme ça, on a quelque chose d'exemplaire. Toutes les exigences possibles, on les a déjà intégrées. Toutes les exigences de sécurité, elles sont là. Et on est très confortable avec cette solution à terme. Donc, notre intérêt, c'est de nous y adapter, je pense, et d'être les plus exigeants possibles. Il y a que des bons élèves ici? Moi, je crois que c'est lié aussi à notre expérience. Enfin, il y a beaucoup d'opérateurs dans la batterie qui arrivent du monde de l'éolien. Et c'est un monde qui est extrêmement difficile, vous le savez, sur lequel les contraintes environnementales sont assez solides. Donc je pense que après ces années, on a appris et on sait aujourd'hui manœuvrer autour des contraintes. On est, enfin, en tout cas au sein des énergies, dans une optique industrielle. Et réussir un projet industriel, c'est un projet qui dure. Et c'est un projet qui, évidemment, doit être fait en concertation et en coopération avec le territoire, en respectant les normes les plus strictes environnementales, parce que c'est ce qui assure aussi la sécurité du site. Et si on veut durer, il faut absolument qu'on soit en maîtrise de ces éléments. Une précision, oui. Je voulais juste revenir sur les expertises nécessaires, juste pour donner une overview. Donc chez Omexom Commercial and Storage, on est à peu près une centaine, on a dépassé les 100 collaborateurs. Et en fait, la direction technique, c'est plus de 50 collaborateurs. C'est à peu près la moitié de l'effectif qui est vraiment dédié sur les expertises techniques, donc avec le bureau d'études ELEC, qui couvre toute la chaîne de l'électricité avec une vingtaine de personnes, le contrôle-commande qui est extrêmement important. Mais pour faire de l'exploitation, on a aussi tout ce qu'on va appeler du data analyst, de la performance, etc. Et en termes de formation, on est sur un marché qui évolue tous les ans. La technologie évolue très très vite. Et en termes de formation, c'est des budgets extrêmement conséquents que l'on doit mettre chaque année pour pouvoir suivre finalement la tendance. Pour terminer, un message chacun en 30 secondes. Si on veut que le deuxième semestre 2026 soit utile pour le stockage et la flexibilité, qu'est-ce qu'il faut faire d'ici la fin de l'année? C'est quoi vos buts de guerre? Qui veut répondre? Bon, c'est un peu évident, mais je pense qu'on a aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises du secteur, des compétences pour accompagner ces projets. Ce qui manque parfois, c'est que les projets arrivent à sortir de terre. C'est des questions parfois de maturité et de financement. C'est aussi des questions de délai de raccordement, on en a parlé, que ce soit en HTB ou en HTA. Et globalement, aujourd'hui, ce qui est sur le chemin critique, c'est souvent la date de raccordement. Donc pour que ça aille plus vite et que le deuxième semestre soit extrêmement productif, je pense que c'est un enjeu, même si c'est sans doute un peu tard pour qu'il y ait des effets sur le deuxième semestre. Nicolas Wolf? Moi, je pense que le train de la batterie et de la flexibilité est en train de partir. Donc, je ne saurais que trop vous recommander de monter à bord, parce que c'est maintenant que ça se passe. Vous avez vu les projections RTE, on parle de 8 gigawatts, qui est un scénario intermédiaire. 8 gigawatts, c'est 8 milliards d'investissements, donc c'est colossal hein, en termes de potentiel. Donc, intéressez-vous au sujet, équipez-vous, formez vos équipes, et je pense que le potentiel sera au rendez-vous. Frédéric Toussaint. J'aurais dit industrialiser et innover, parce qu'on a une partie des briques technologiques qui sont assez récurrentes dans certains projets. Et puis on voit bien que le prix aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est comme le PV, mais on aura une notion de prix qui va descendre. Donc il faut de notre côté industrialiser et puis innover. Parce que sur la partie maintenance, tu l'as dit Thibault, avec la partie on va capter un maximum de data, il y aura de l'IA derrière. Et il faudra qu'on continue à innover pour proposer des services à nos clients sur la longévité des objets. Voilà. Allez, Ayrati. Alors moi, je ferai une réponse sur deux aspects donc, qui sont justement le thème de la conférence. Flexibilité, d'une part. Le stockage n'est pas la seule réponse en fait à la flexibilité. Il faut qu'on impulse plus et qu'on implique plus d'autres secteurs, d'autres acteurs. Donc le vehicle to grid est une des solutions comme celle dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a également les gros industriels, les gros consommateurs et les data centers qui peuvent aussi être des acteurs qu'il ne faut pas oublier et impliquer dans les sujets de flexibilité. Le deuxième, pour revenir au stockage pur, pour moi, il y a deux aspects essentiels. Alors oui, S2 2026, c'est peut-être une échéance un peu courte, mais la première chose, c'est donner de la visibilité. Donner de la visibilité aux acteurs, ceux qui investissent, ceux qui vont faire naître les projets. Aujourd'hui, ont du mal à se projeter, ont du mal à savoir quels projets iront au bout, parce qu'il y a
un cadre très mouvant et qu'il y a des projections qui sont difficiles à établir. La deuxième chose pour moi, c'est, bon, évidemment, ce qu'ont évoqué mes collègues, le raccordement. Donc vraiment, mais ce qu'on a compris, c'était que c'était en marche et que la discussion était déjà engagée. Thibaut Faucamp. Oui, donc moi je voudrais parler de la technologie et du matériel. Les batteries sont 100% sourcées en Chine. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Si on veut être compétitif, on achète les mégawattheures de batteries en Chine. Par contre, jusqu'à présent, nous, chez Omexom Conversion Storage, depuis 10 ans, on a toujours installé des convertisseurs européens. On a des champions, SMA, Power Electronics, NGTeam, etc., qui maîtrisent parfaitement l'électronique de puissance, qui maîtrisent parfaitement toutes les fonctions de pilotage intégrées à ces convertisseurs. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la machine chinoise se met en marche avec la taille des projets et il devient très compliqué de continuer à positionner ces PCS européennes. Donc il y a tout un tas d'enjeux derrière. On parlait de souveraineté, mais c'est aussi conserver notre technologie, c'est aussi de l'emploi économique, etc. Donc je ne sais pas ce qui peut être fait si c'est pour inciter et malgré tout conserver cette industrie hyper importante. Si on électrifie tous nos usages, il faut que malgré tout on puisse maîtriser ce qu'est le nerf de la guerre, la PCS, et non pas la batterie qui n'a pas vraiment d'intelligence. Mais la PCS, par contre, il faut la conserver. Termine ce tour de table avec David Saint-André. Oui, je vais être un tout petit peu angélique pour la conclusion. On a besoin de très bien collaborer tous ensemble et très bien communiquer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la conclusion des contrats pour ce type d'actifs, des gros projets batteries, on en a parlé un petit peu, c'est très long et c'est assez complexe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aligner un contrat EPC, éventuellement pour la construction, un choix de matériel, chimie de batterie, certains types de technologies pour les PCS, un contrat de service long terme avec des engagements de disponibilité et de performance, un contrat sur la rémunération qui doit être aligné sur des prévisions de revenus, et une convention de crédit bancaire, et une convention de raccordement avec RTE. Et tout ça doit se parler et communiquer. Et ça rend l'exercice très compliqué, il faut qu'on arrive à bien échanger dessus. Ensuite, on rentre dans l'exécution. Il faut réaliser tout ça, mais on ne veut pas de retard du tout, comme je le disais déjà. Pourquoi? Parce que si on a du retard, on perd des mois rémunérateurs, parce qu'il y a encore la valeur sur les réserves qui va s'atténuer petit à petit. Et donc on a une grosse coactivité sur les sites. Et tout le monde travaille en même temps. Les batteries, la fin des travaux de génie civil, on a un poste HTB qui se construit, RTE arrive avec sa ligne, et tout le monde doit réussir à fonctionner tout en tenant le planning. Donc votre contribution, le travail que vous apportez, votre expertise, c'est très très important. Et si on veut continuer de faire des gros projets comme ça, comme on a vu que la profondeur des marchés est limitée, que les 14 gigawatts c'est peut-être beaucoup, si on veut avoir une chance d'en faire un certain nombre, il va falloir que les prix baisse encore un petit peu. Donc il va falloir qu'on soit plus performant, qu'on trouve des solutions notamment techniques pour réussir à faire du stockage encore plus compétitif pour qu'il ait une valeur pertinente pour le système. Donc ça, c'est un gros enjeu qu'on peut relever collectivement. Un grand merci à tous nos intervenants de nous avoir partagé vos éclairages, vos attentes, vos solutions. On termine avec la conclusion du président du CERS. Jean de Vauclair, venez nous rejoindre. Alors Jean, qu'avez-vous retenu? Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette soirée? Challenge difficile. D'abord, vous m'aviez dit qu'il faut terminer à 19h. Je vous ai dit... Il est 19h, regardez. Je leur ai dit il y aura un panel d'intervenants de très haut niveau. Laissez-leur le plus longtemps possible. Et moi, laissez-moi un temps ultra court parce que, franchement, je suis certain qu'ils vont nous tenir en haleine jusqu'au bout. Donc, je ne peux pas faire mieux. Il est 19h pile. Merci pour le challenge. Donc, moi, juste quelques mots de conclusion pour vous remercier tous d'être venus et pour évidemment remercier nos intervenants. Moi, ce que je vais retenir, c'est qu'on a un système électrique qui est en pleine mutation et que je crois qu'on a démontré ce soir, s'il en était besoin, que le stockage et la flexibilité font partie des solutions qui vont être nécessaires pour faire face à ces mutations. Alors, je retiens que ça pose un problème des problèmes très complexes. Par exemple, les 4 flexibilités qu'a cité Sébastien Henry.
Je retiens qu'on est sur des changements d'ordre de grandeur, de 1,6 gigawatt à 8 gigawatts, 14 gigawatts de raccordement en cours de dépôt. Je retiens qu'il y a des sujets techniques, et je ne peux pas les citer tous, mais on peut, au-delà des installations, il faut aussi parler cybersécurité, normes européennes, etc. Et souveraineté. Et puis, je retiens que le sujet, en plus, est complètement évolutif. Sébastien Henry, quand on s'est rencontrés un peu avant la conférence, me disait, bon, alors surtout, vous ne me demandez pas de prédire l'avenir. Bon, au-delà de 2030, hein, on verra. On va déjà essayer de parler de ce qui se passe dans les mois et les quelques années à venir. Alors je crois qu'effectivement, et je crois que c'est Nicolas Wolf qui a dit qu'il y a un train à prendre, et donc je pense, ça me paraît être un excellent message d'un client aux entreprises du CERS de prendre ce train. Je pense que ce marché, effectivement, quand j'écoute les demandes clients, fait appel à toutes les compétences des entreprises du CERS. Donc j'entends parler de conception, d'ingénierie, d'installation, de project management, de tenue des délais, de maîtrise d'un clé en main tout corps d'état, d'engagement sur la durée, de contrôle commande, de cybersécurité, d'intégration dans le système. Enfin bref, toutes les compétences qui sont celles des entreprises du CERS. Et puis d'autre part, autre chose que je tiens à souligner, c'est que face à un sujet qui demande, qui est en pleine évolution, tout n'est pas encore défini, tout va s'inventer au fur et à mesure. Et je pense que cette invention, elle va se faire en coopération avec nos clients. Et là aussi, c'est une valeur des entreprises du CERS. Donc, pour finir, je voudrais remercier ceux de nos clients justement qui ont accepté de venir à notre rencontre. Sébastien Henry pour son keynote speech, et je pense qu'on sera quelques-uns à retourner sur le replay pour en profiter pleinement. David Saint-André, Nicolas Wolf, et puis nos experts adhérents, donc Erati, Frédéric, Thibault et Vincent. Voilà, 19h04, désolé Christophe, et je vous propose de nous retrouver autour d'un verre. À la Grande Verrière, et juste avant, un grand merci aux membres aussi de la commission Smart Grid et ENR du CERS et à Nicolas Quinzil qui ont animé cette commission. Merci de nous avoir aidé à identifier les intervenants et à peaufiner le programme. Et puis un grand merci à Marielle Moore, qui est Marielle, qui est à la régie, à toute l'équipe. On se retrouve effectivement à la Grande Verrière, toujours au frais.